Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Nous sommes au Bike and Coffee, le tête de course à Nyon, à l'avenue Viollier. C'est la dernière édition du premier bloc pour cette année 2023. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Laurent Perroton. Bonsoir, Philippe Ducarreau. Bonsoir, Christian Ponty. Bonsoir, Ducat. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 91. Komutov. Seitinger. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme autre numéro 91? Je sais pas. Bon, ben, on en a déjà deux. Ouais. Alors, c'est deux bons. Parlons de Seitinger. Alpengretzky, c'était son surnom, Alpengretzky. Ouais, vraiment exceptionnel. Oliver, hein. Oliver, ouais. Un mental des fois un petit peu capricieux, ce qui lui a pas permis de faire une immense carrière, mais il a vraiment techniquement, il était vraiment très très fort. C'était une diva, et le pire c'est que moi je me rappelle quand ils sont montés en Ligue. Diva. C'était une diva, ouais. Ah ouais, il a un comportement de diva, mais il a été vraiment extrêmement doué. Mais c'est juste pour dire, je me rappelle que quand ils sont montés avec Lausanne, il était blessé, il avait son problème de genou. Gerd Sennezer nous avait expliqué qu'il venait tout le temps réclamer. Et pour les quarts et les demi-finales, il mangeait des saucisses avec nous. Ouais. Il avait, je pense, 5-6 kilos de trop. Mais il avait tellement de talent. Ouais. Oh là. Il a quand même dû l'aligner parce qu'il était vraiment... Ouais. Bon. Voilà. On fait quoi pour la 100e ? Ah bah ça, on repartira à 0 et puis il y a des gardiens qui ont joué avec le numéro 0. Non mais d'accord, mais pour la 100e, il y a un truc exceptionnel ou pas? On verra. Ok. Hein, surprise, d'accord. Surprise. Okay. L'autre numéro 91, un mot quand même sur Andrei Komutov. Ouais. Hein, puisque vous avez travaillé avec lui, Laurent Perroton. En fait, moi j'étais jeune, je suis arrivé, j'avais 30 ans et je me retrouve dans le mouvement junior. Et j'arrive, première séance d'entraîneur, Alpo Sionen qui avait entraîné Détroit pendant 5 ans et Andrei Komutov. Autant dire que tu dis pas un mot et puis que tu es là, tu les vois. Et puis ce qui était vraiment exceptionnel, c'est que j'ai vraiment une anecdote incroyable. On fait un cours d'entraîneur et c'était sur la nouvelle réglementation. Plus les cannes à 2 mains, les cannes à 1 main, un stick and puck, etc. Et on était juste en training avec nos jambières, on fait un petit match. Et là, il y a Adrien Jedzon. Ouais, de Sierre. De Sierre. Moi, je joue avec Komutov, qui tombe et qui, en tombant, m'envoie sa canne sans faire exprès dans les dents. Il me casse 2 dents. Et là, Komutov qui commence à l'empoigner comme un match. Il commence à vouloir Donc voilà, et lorsqu'on jouait même avec les juniors, il a envoyé de ses slash et puis il voulait gagner. Il était même pas équipé, il était tellement dominant. Incroyable personnage. C'est un Nelly exceptionnel. Incroyable personnage, incroyable vraiment. Ouais. Entier, vraiment entier. Moi, j'avais souvent tendance à dire que Bykov c'était le joueur le plus malin et Komutov le plus beau à regarder sur la glace. Ouais, il est élégant. Hein. Une élégance incroyable, patinage fantastique. Et après sa carrière, il a pris du poids, hein, mais il patine toujours très très bien. T'es pas le seul. Il patine toujours. Mais moi, c'était pas dans ma carrière. Il patine toujours très très bien. Ouais. Il a vraiment une glisse. Non, vraiment, c'est. Mais qu'à un moment donné, il jouait avec Kamensky, Bykov, Komutov. Justement, et j'allais conclure avec ça. Évidemment, on va dire ça, il y a encore un Fribourgeois qui s'exprime. Mais si à l'époque, il y avait pu y avoir 3 étrangers, il y aurait eu à Fribourg Bykov, Komutov et Kamensky. Kamensky qui lui est allé jouer en Bripiota. Ouais. Fribourg aurait été champion. Ouais. Il n'y a pas besoin de ça, il suffit d'avoir... Malheureusement pour Pascal Chalère. Mais il y aurait eu Tozio dans les goals, ils étaient champions, moi je vous le dis. Ouais, c'est ça aussi. C'est horrible à dire, mais... c'est vrai que... Bon, je vous laisse parler parce que je n'étais pas né, moi, mais... Non, c'est vrai. Il y avait aussi un problème de gardien. Oui. C'était Dino Stecher. Il était très bon en championnat, mais en play-off, il avait... Mais d'ailleurs, c'est rare d'avoir un entraîneur dire très clairement, c'était Paul-André Cadieux à l'époque, qui disait dur, hein. Si on avait un autre gardien que Stecher, on aurait été champion. C'est dur, hein. C'est dur pour Dino. Et moi je l'ai vécu en live, hein. C'est-à-dire qu'on était à la licence pro et Slepfer
Hockey Goth, dans une soirée un peu arrosée, il lui a ressorti ça. Ah ouais. Ouais, donc dur. Bon, messieurs, puisque c'est la dernière de l'année, déjà, on va montrer pour le Père Noël qu'on peut être sage et on ne va pas dépasser l'heure d'émission. Exactement. Et puis, on va quand même avoir un menu à peu près normal. Enfin, à peu près normal. C'est-à-dire qu'on a casque d'or, casque de plomb. 2023 2023 sur l'année. Sur l'année. Sur l'année, pas pour la semaine. Ça veut dire à cheval sur 2 saisons. À cheval sur les 2 saisons, exactement. Nous allons parler quand même rapidement du programme, parce qu'il y a encore 3 matchs avant Noël. Pour les équipes de National League. Et puis nous allons avoir quelques questions d'auditeurs et puis surtout, c'était une question. Des auditeurs nous ont dit on adore vos anecdotes, alors est-ce que vous en avez à nous proposer? Ça sera notre cadeau de Noël, alors on va vous en proposer. Et ça sera notre heure d'émission. Alors messieurs, on commence avec le casque d'or. Allons-y, casque d'or 2023 pour Laurent Perroton. À Genève Servette, pour leur titre, leur incroyable saison et surtout leur façon de jouer avec des artistes qui ont procuré énormément de plaisir aux passionnés de hockey. Et enfin, un titre en Romandie, chapeau bas. Vraiment, j'ai pu les voir une vingtaine de fois l'année dernière. Comme je disais souvent dans l'émission, je me suis levé plusieurs fois durant les matchs. Pourtant, je ne suis pas un fan du Genève Servette, mais quel plaisir de voir jouer ces artistes. Donc, mérité. Et puis, chapeau à toute l'équipe, au staff, à l'ensemble du club. Et c'était vraiment une belle année pour Genève Servette. Mais de mon côté, rien à redire parce que c'était exactement le même choix pour les mêmes raisons. Alors moi aussi, mais même chose, mais je vais mettre en avant une personne, c'est Noah Rod. Parce que je crois que c'est le joueur qui voulait le plus le titre. Rappelez-vous le dialogue qu'il a eu il y a 2 ans en arrière quand il venait de perdre contre Zug. Il a dit 2 minutes après qu'ils aient perdu le titre, il avait fait une déclaration, il a dit c'est pas grave, on va recommencer, on sera champion. Et je crois qu'il n'y a pas un gars qui croyait autant que lui. Et c'est pas pour rien que Cadieux l'a mis comme capitaine. Ouais, Cadieux. Cadieux. Non, le deuxième, c'est Cadieux. Et Cadieux, parce que il a des méthodes mélangées entre le modernisme et l'ancien. Il est très dur, mais qu'est-ce qu'il bosse. Et je pense que ils ont expliqué. Je pense que c'était la meilleure démonstration du mélange du talent avec le travail et un système de jeu et surtout une cohésion d'équipe. Et c'est pour ça que je dis oui Genève Servette, mais je mettrai en avant. Et moi chaque fois maintenant que je vois, et je dis tout le temps vive le hockey remonte, je vois Noah en train de soulever la coupe. Ça faisait quand même 35 ans qu'on attendait. Sacré symbole, je trouve. Ça faisait un bon moment. Voilà, donc voici nos casques d'or pour l'année 2023. Casque de plomb, Laurent Perroton. Au niveau de Hockey Canada et de sa fédération, affaire sordide concernant les mœurs et surtout en Réunion. Les faits datent déjà de 2018 et également en 2003 avec 22 victimes, avec 12 millions de dollars versés par la fédération en dédommagement depuis 1989. En date du 2 août 2023, la NHL a indiqué qu'elle allait suspendre 5 joueurs. J'ai essayé de retrouver, pour l'instant il n'y a pas de nouvelles. Ensuite, de nombreuses démissions suite aux révélations avec le fonds de réserve pour régler les réclamations d'abus sexuels. Ça m'a fait... En fait, il y avait une caisse noire. Ça m'a sidéré. Les politiques, et notamment le Premier ministre, a pris la parole et a dénoncé Hockey Canada, et ça a été une affaire d'État. Et notamment, les sponsors se sont positionnés, comme Nike, qui se sont retirés du sponsoring. Et surtout, pour la première fois en juillet 2023, la fédération est gérée par une femme. Et on attend un petit peu suite au prochain épisode en 2024. Mais cette histoire, moi, ce qui me dérange, c'est que ça a commencé en 2018 et on n'a toujours pas les noms, les suspendus, ce qui s'est passé. Il y a des choses qui ressortent dans l'affaire, mais on l'a fait prendre une douche à cette demoiselle. On l'a filmée en lui disant qu'elle était consentante, etc. Donc c'est sordide, vraiment sordide. Et j'espère qu'il y aura des têtes qui vont tomber. Et il y a déjà des têtes qui sont tombées au niveau de la fédération. Mais surtout, moi, ce qui me sidère, c'est qu'il y a un fonds de compensation. Et juste pour info, il y a un genre de groupement interne à la fédération qui est responsable maintenant des abus. Et il y a quand même eu 1800 plaintes ouais. Et 223 qui sont traitées. Donc ça veut dire qu'il y a un réel problème. Et donc c'est vraiment pas une bonne publicité pour notre sport. Excellent casque de plomb pour cette année 2023 de Laurent Perroton. L'excellent casque de plomb de Christian Ponty. Alors moi je vais faire dans le plus léger mais non moins efficace, je pense. Moi je le donne à Mark Crawford. Et pour la leçon de hockey qui s'est pris 4-0 en play-off contre Bion et Tuomainen.
Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il avait des moyens incroyables. Et alors, c'est vrai que si on pense à maintenant, il a bien évolué. Mais là, il s'est pris une leçon de hockey par Tuomainen. 4-0, qui c'est qu'aurait dit 4-0? Et franchement, c'était pour moi, pour Zurich, c'était une humiliation. Une humiliation, vraiment. Vraiment. Et dans le jeu aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pas qu'il avait pas les bons outils. Hein. Franchement, moi je pense que. Alors maintenant, faut dire les choses parce qu'on a dit 2023, ça continue. Ouais. Pour l'instant, ils sont sur les bons rails, mais après. Il a beaucoup changé là. Mais ça sera en play-off qu'il faudra assumer. Exactement, c'est en play-off qui sera jugé. C'est ça. Et puis, faut pas oublier aussi une chose, c'est que moi je trouve que ça revient aussi à ce qu'on dit souvent dans cette émission, c'est que. Bah voilà, il suffit pas toujours d'acheter des noms pour gagner. Et je pense que Bienne était vraiment une bien belle équipe l'année passée. Et j'ai dit, j'étais très content que Genève soit champion, mais Bienne aurait été un très beau champion aussi. Voilà, c'était le casque de plomb de Christian Ponty. Le mien, et je n'ai pas été influencé du tout par les résultats de l'équipe de Suisse de ce week-end lors des Swiss Hockey Games. Le casque de plomb, c'est justement pour l'équipe de Suisse. Au championnat du monde. Voilà, j'avoue avoir quand même beaucoup de peine à digérer cette défaite face à l'Allemagne, alors qu'il y avait tout, mais il y avait absolument tout pour avoir en tout cas une médaille, et peut-être la plus belle. Celle qu'on avait ratée 2 fois déjà contre la Suède. Et ça me reste en travers de la gorge et surtout les explications des dirigeants après. Parce que pour arriver comme explication pour eux, la plus logique, c'est de dire qu'on ne sait pas gagner. Parce que c'est ça que ça voulait dire. Dans la tête, on ne sait pas gagner. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? C'est l'expression de... Je trouve même pas mes mots en fait. Je trouve ça incroyable d'oser avancer ça comme explication. Il y a plein de raisons techniques. Même le coach, Patrick Fischer, a dit qu'il n'était peut-être pas prêt pour ce match-là. Mais alors, il est prêt quand ? Moi, c'est ça mon problème. Et ça mérite, rien que pour cette phrase, ça mérite pour moi le casque de plomb. Voilà. Moi, je suis un fan de Fischer, j'aime bien, mais j'avoue, pour moi, il fait une erreur, c'est contre la Lettonie. Il doit pas changer son équipe qui gagne, il casse une dynamique et après il a jamais réussi à la retrouver. Et pour moi, il devait jouer avec sa meilleure récup aussi contre eux, il devait pas stopper ça. Et en fait, il a appuyé sur le bouton il a pas respecté le jeu. Mais déjà, il a perdu contre la Lettonie. Non, mais il a pas respecté le jeu, la compétition en changeant et en mettant une équipe bis. Voilà, et il a été puni par les bons dieux du hockey. C'est ça. Ouais. Exact. Voilà, c'était donc mon casque de plomb. Messieurs, on va passer rapidement. L'équipe de Suisse, on en reparlera. Là, j'ai eu mon petit coup de gueule. Ouais. On va rester là-dessus. Comme ça, il aura d'autant plus d'impact. On en parlera à la prochaine émission. Ouais, et on en parlera bientôt. Il y a encore 2 autres rendez-vous. Et, c'est ça. On va prendre le temps maintenant de bien analyser les choses, de bien réfléchir, pas dire de bêtises, bon, pas bon, etc. On prend notre temps et on reviendra sur les Swiss Hockey Games prochainement. Donc, on va parler National League pendant quelques minutes. Ouais. Et puis ensuite, on passera aux questions des auditeurs et aux anecdotes. Comme ça, on sera très tranquille pour gérer le minutage de la fin de cette émission. Petit bilan, peut-être quand même, pour ce début de saison, pour chaque formation. Oui, on va aller rapidement, mais donc dans la précédente émission, on avait parlé des rencontres à venir après la pause d'équipe nationale. Donc Fribourg, on répète, va à Joie, reçoit Lugano, va à Zurich. C'est un championnat un petit peu mitigé quand même. C'est-à-dire que ça a démarré tellement fort, il y a une période très compliquée au mois de novembre. Et puis depuis début décembre, c'est un peu mieux. Mais là, maintenant, il va falloir faire des points, être régulier pour pouvoir être dans le top 6 parce que ça revient fort derrière. Donc voilà, la satisfaction du côté de Fribourg, il y en a 2 pour moi. Il y a Sorensen, évidemment, qui est exceptionnel en termes de goals marqués, la régularité. Et puis Berra, qui montre quand même qu'il est solide. Il a retrouvé son niveau. Il a retrouvé son niveau, mais surtout, il n'a pas de blessures, etc. Donc, c'est de bon augure pour la suite pour Fribourg. J'ai une question quand même, encore une fois, peut-être de Béotien, concernant Fribourg, où je louais en début de saison l'excellente organisation défensive, sans doute une des meilleures, si ce n'est la meilleure de la Ligue. Et puis, tout à coup, sur les derniers matchs, j'ai l'impression que là, on a un vrai problème maintenant. Ouais, mais alors, moi, je reste persuadé que c'est un problème d'ordre individuel. C'est-à-dire que Suter a vraiment une baisse. Donc Borgman n'est pas bon à ce moment. Borgman a vraiment en perte de vitesse. Diaz s'est blessé. Non, mais Berti devant, mais derrière, Seiler, ça a eu des moments compliqués. Dufner, c'est plus le même qu'il y a 2 ans. Voilà, il y a eu, à titre individuel, on est passé, on a perdu 10-15% de niveau.
Et ça s'est ressenti sur des erreurs individuelles, ils prennent beaucoup de goals sur de la possession, et sur des turnovers aux lignes bleues, sur des duels 1 contre 1. Donc ça, c'est vraiment plus justement, il y a toujours ce petit temps de retard. Alors ça, par contre, c'est depuis le début de la saison. Sauf qu'ils avaient leur power play qui leur sauvait la mise. Là, en l'occurrence, le petit temps de retard, il existe toujours, sauf qu'il y a eu des problèmes de power play. C'est pas on a l'impression que c'est une équipe qui est très relatif. Les problèmes de power play, ils ont été exceptionnels début de saison. Il faut pas oublier qu'en power play, maintenant, ils sont bien meilleurs avec deux playmakers. Mais on dirait que c'est Fribourg. Fribourg est une équipe sûre de son fait, qui se dit, ça va venir. Non, mais moi, je crois pas. C'est une question de situation. Là, tu parles du moment. Mais si tu prends un peu de hauteur, ils font un bon début de saison. Mais j'ai pas dit le contraire. Et puis, leur powerplay s'est clairement amélioré. Et moi, je trouve qu'ils sont équilibrés à tous les niveaux maintenant. Et puis, il y a le petit Strelec qui joue. Mais ils sont équilibrés à tous les niveaux et ils ont pas de profondeur. La seule chose, c'est que s'ils sont tous en santé au moment du quart de finale, ils ont une chance de faire quelque chose. Bon, ben voilà, ça c'était pour Fribourg. Ils sont 3e. Il n'y a pas de problème. Ça n'était pas une critique, c'était simplement un constat. Si on regarde les dernières sorties, défensivement, on est à des années-lumière de ce bloc défensif hyper bien organisé, hyper bien structuré. C'est ça que je veux dire. Ils sont toujours structurés, mais c'est des erreurs individuelles. Moi, je pense qu'ils ont un coup de mot au niveau physique aussi. En tout cas, pour moi, l'exemple, c'est Berchi, quoi. Bon, je vous rappelle que c'est une des équipes les plus âgées du championnat aussi. Mais maintenant, on est à 30 matchs. Ils sont déjà fatigués à 30 matchs. Non, mais je crois pas que ils ont signé en défense Gunderson. Ça, c'est une bonne. C'est un peu comme à Genève avec. Mais c'est une bonne nouvelle avec Vatanen. Bon, ça va pas. Non, pas Vatanen en attaque. L'américain. Winnick. Du Canadien. On dit toujours est-ce que ce serait l'année de trop, on verra. D'ailleurs, en parenthèse pour Fribourg, on peut quand même dire, on aura quasiment la même équipe l'année prochaine. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est la question traditionnelle. Il y aura un nouveau deuxième gardien, non, sauf erreur. Et puis il y aura encore un attaquant suisse supplémentaire. On peut pas dire que fondamentalement l'équipe soit différente. C'est très difficile. Continuité. Pour moi, la continuité, mais là, ça fait longtemps. Regardez la continuité qu'il y a à Genève. Vous avez vu ce que ça a donné en début de saison. Il y a eu un titre en plus. C'est à double tranchant. Pour Dubé, ça sera compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait des décisions qui soient prises et puis qu'il y ait quand même un peu de sang neuf. Bon, on verra ça. Allez, on passe à Lausanne. Lausanne, la très bonne surprise. On aurait presque pu donner un casque d'or aussi entre la fin de la saison passée et puis le début de cette saison. C'est le jour et la nuit, c'est pas la même équipe. Juste là, c'est 8 ans 10. Mais c'est incroyable. On peut pas donner un casque d'or par rapport à ça. Ça va... Sur l'ensemble de la saison, sur l'ensemble de l'œuvre. Non, sur l'ensemble de l'année. Non. Si en play-off ils sont éliminés en quart de finale. Oui, d'accord, mais on reste sur 2023. Mais le casque d'or, on le donne aux champions. On le donne aux champions. Non, c'est pas la même chose. Mais sur 2023, très bon début de saison, un mois d'octobre très difficile. Puis après, tout le monde a trouvé ses marques. Mais surtout, c'est à titre individuel. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont à leur niveau finalement. On a trouvé un système. Je trouve que ça a beaucoup évolué dans la possession du puck. On parle beaucoup que Lausanne shoot beaucoup, mais ça shoot moins. Moins qu'au début, et il est plus intelligent dans le jeu. Ce qui fait que avec la vitesse et la qualité technique des joueurs dans la possession, c'est difficile à défendre au bout d'un moment. Il y a plus de goals. Ce que je voulais voir en début de saison, et on m'a reproché d'avoir critiqué ça, c'est des séquences comme faisait Genève l'année dernière. Dans la possession, soit ça a amené un powerplay, soit ça a amené un goal. Et là, ils commencent à trouver leur rythme. Et puis les étrangers font la différence. On a eu des problèmes de gardien, maintenant ça rentre dans l'ordre. Donc c'est bien. Moi je trouve vraiment que Lausanne. Puis il y aura des retours aussi à Lausanne en début de 2024. Ça c'est à double tranchant. Attention d'avoir trop de joueurs. Un Raffle par exemple, ça vous embêterait de l'intégrer dans l'équipe actuelle? Raffle en forme à son prime, pas du tout. Maintenant il faudra voir quel niveau il a, mais il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça dans le championnat. C'est Catch, maintenant qu'il retrouve son niveau, il est abominable à défendre. Donc ça c'est des joueurs de play-off, c'est vraiment des joueurs de play-off. Et le système avec Martini, c'est pas mal. Parce que Ugly, il est parti, il est revenu, ça va bien. On en voit il y a moins de frustration en fait. Mais ça, moi je trouve qu'il faut quand même donner du crédit à Ward pour ça. Il gère bien les effectifs. Et puis j'ai l'impression qu'ils ont de nouveau une âme, ils ont une joie de vivre et ça se voit sur la glace. Et surtout, regardez les 10 premiers matchs, ils chippaient au fond, ils chippent plus. Ils jouent au hockey, c'est beau à voir. Moi je tire mon chapeau parce que j'y croyais pas au début, j'avoue. Est-ce que c'est lié au résultat?
Peut-être. C'est-à-dire que plus tu as de la confiance... Plus c'est facile de faire des choses. Ouais, puis plus c'est facile de mettre du collectif en place. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, on voulait faire des points et du coup, Ward, après cette saison, mi figue, mi raisin. Parce que quand tu viens, tu gagnes tout, puis d'un coup, sur la fin, tu t'écroules et tu finis 11e, même si c'est pas toi qui as fait le début de saison, sur ton CV, tu es marqué 11e. Et puis Ward, il est pas connu en Suisse, donc il avait des choses à prouver. Donc il y a tous ces paramètres qu'on n'a peut-être pas mesurés. Il a remis des gens sur les rails. Lausanne a déjà connu sa mini-crise en octobre et s'en est bien sorti, justement. Ils ont très bien géré. Ça, c'est très bien. Et le capage. C'est nouveau, c'est nouveau. Mais moi, j'espère qu'ils en ont une petite avant les playoffs. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais comme ça, t'arrives, t'as les dents serrées un peu. Parce que si tout roule et que tu gagnes tout, puis que d'un coup tu perds le premier match des playoffs, c'est une équipe qui a beaucoup perdu ces dernières années. C'est là aussi qu'on va voir s'ils sont solides. C'est ça. Mais vraiment, si on devait donner un casque de l'espoir sur le début de saison, c'est Lausanne qui l'aurait parce que ils sont surprenants. C'est une surprenante 4e place. Ouais. Alors demain mardi, Lausanne joue contre Zurich, reçoit Zurich, après va aller à Langnau et puis terminera l'année par le derby lémanique à Genève. Ah non mais c'est magnifique ça. Ouais. Il y aura des chapeaux de Noël. Non, là c'est un gros programme. Un gros programme, mais c'est important. À mon avis, c'est important pour Lausanne d'être dans le top 6 pour se rassurer et justement bien se préparer pour les playoffs. J'ai envie de dire, ça serait presque une déception maintenant s'ils ne sont pas dans le top 6 avec ce qu'ils sont en train de montrer. C'est ça qui est compliqué. Et c'est là-dessus où les gens m'interpellent en me disant ouais, mais des fois t'es trop dur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on passe du noir au blanc. Ouais, c'est juste. Et du coup, les gens ils s'emballent. Et puis si d'un coup tu as une période difficile où tu n'es pas dans le top 6, ils vont se faire incendier, ça va gueuler, alors qu'au début tout le monde disait ouais ça serait bien qu'on soit dans le top 8. Ouais non, tes ambitions elles changent en fonction des résultats. Donc soyons patients avec cette équipe, en espérant qu'ils continuent à être réguliers pour être dans le top 6, pouvoir se reposer et pas se taper des pré-playoffs comme il y a 2 ans avec Ambry Piotta, et puis après être surprenant en playoffs. Allez, on passe à Genève Servette, le champion en difficulté cette année pour avoir sans doute bien fêté, mais surtout pas trop bien digéré un titre. Mais c'est pas surprenant. Il n'y a pas que ça. C'est pas surprenant, c'est normal. Ça arrive souvent. Ouais, ça arrive souvent, mais il n'y a pas que ça. Les performances des gardiens, on m'a vendu plein de choses. Oui, ils ont des shoots difficiles, on ne défend pas bien, mais quand même, il y a eu des goals qu'on ne doit pas prendre, où on se fait transpercer. Donc les performances des gardiens sont beaucoup moins importantes. C'était difficile de demander à Robert Mayer au niveau qu'il était pendant les playoffs. Oui, mais là, vous passez de 95 à 87. Oui. Ouais, mais donc, si on reprend le début de championnat l'année passée, ils étaient tellement dominants en possession de puck. Même les gardiens, c'était pas exceptionnel en début de saison. Non, il y a plein de choses qu'on se posait plein de questions. Là, mais d'ailleurs, moi je le dis tout le temps, mais c'est vrai, juste pour se donner une idée, c'est que Tanner Richard, il était sur le 4e bloc l'année passée et il jouait très bien. Il y avait Joris aussi. Et il a fini... Donc y a des fois on oublie, mais le problème c'est qu'ils ont eu une saison incroyable parce qu'ils ont eu le titre et en plus ils ont eu un début de championnat l'année passée exceptionnel. Ouais, mais moi je résume en 2 choses. Pour moi c'est les gardiens et puis Tom Ernest et puis Omark. Voilà. Ouais, c'est ça, ils n'ont pas été remplacés. Ils n'ont pas été remplacés et puis l'état d'esprit. C'est-à-dire que le premier match de Ligue des Champions ils perdent en Autriche. C'était révélateur de ce qui allait se passer jusqu'à maintenant. Maintenant il y a eu une prise de conscience. La Ligue des Champions a amené des forces nouvelles. D'autres perspectives et puis finalement si on est vraiment honnête, s'ils gagnent la Ligue des Champions et qu'ils sont éliminés en quart, ils ont fait une bonne saison. Donc c'est vrai. Ils peuvent sauver leur saison avec la Ligue des Champions. Et même en étant en je pense pas qu'Adieu il l'entend pareil là. Non, lui il veut gagner les deux. Non mais voilà. Mais est-ce qu'il serait peut-être plus facile aujourd'hui de gagner la Ligue des Champions que le championnat de Suisse? Pour être champion d'Europe, il faut gagner encore 3 matchs maintenant. Ouais, mais largement. Largement. Et s'ils jouent au meilleur niveau avec l'intensité, bloquer des shoots, jouer physique et puis bouger le puck comme ils l'ont fait contre les Suédois, ils sont capables de gagner la Ligue des Champions. Incroyable. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, si tu gagnes ces 3 matchs et que tu deviens champion, après, si tu te fais sortir en quart, c'est un échec. Parce que tu es champion, tu vas aller plus loin. Mais voilà. On verra. Mais si tu fais le bilan de saison, non. Non, bien sûr. Ça, c'est que tu prends de la hauteur. Même si tout le monde dit on en a rien à foutre. Ouais, c'est ça. Non. Moi, je suis plus d'accord avec ça. Mais au départ, ça se disait comme ça. Moi, je suis plus d'accord. Ça devient une compétition qui rapporte pas beaucoup d'argent, ça c'est clair. Même si le prize money augmente petit à petit. Mais si vous gagnez, ça commence à venir. Maintenant, ça commence à venir gentiment. Si vous gagnez, vous rentrez dans vos. Et puis c'est toujours la même chose quand c'est les autres qui gagnent. Tu dis que c'est pas important, mais c'est toi qui gagne, t'es tout content. C'est une compétition internationale. Bien sûr. La Suisse a besoin de briller au niveau international. Parce qu'on est tous en train de dire oui, on est le meilleur hockey européen et tout. Bah vas-y, prouve-le. Exactement. Voilà, ça c'était pour Genève Servette. On continue avec Bienne.
vice-champion. Qui a dévissé en reprise. Énormément de blessures, mais vraiment énormément. Et puis de longue durée avec des joueurs très importants. Changement d'entraîneur. Ça c'est dur. Changement d'entraîneur. De philosophie. De philosophie. Puis vraiment, le coup d'arrêt, là, c'était fin novembre, là, avec les histoires entre l'ancien coach et le nouveau. Là. Ça, c'était pas habituel à Bienne. Et ça a été très surprenant. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais le CEO a vraiment a mis les coronets sur la table. Hein, parce qu'il a pris la parole et il a dit qu'il avait téléphoné personnellement à Villard. Tormanen pour lui dire que ses déclarations étaient inappropriées et puis mettaient le club en difficulté. Donc c'est bien. Il y a des chefs à Bienne et là ils l'ont prouvé. Ça c'était très important d'avoir cette déclaration, même si on connaît la sympathie du hockey suisse pour Tormanen. C'était important de le recadrer parce que là c'était pas une bonne déclaration. Après c'est quand même fou de se rendre compte que finalement les 2 fois où Tormanen est parti, Leuenberg c'était pareil, ça marchait pas. Il y avait un problème aussi avec de mentalité. Les gens ils étaient désenchantés. Et en fait, c'est là que tu vois à quel point Tormanen, c'est quelqu'un qui rayonnait sur ses joueurs. Et puis, rappelez-vous, Guillaume Maillard nous en avait parlé quand il prenait ses décisions avec sa chaise au milieu du vestiaire. Ouais, mais c'est une autre période, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais c'est une autre période, mais je crois qu'il s'est adapté au groupe. Et le groupe s'est identifié à lui. Mais c'est un et en fait, d'avoir un autre entraîneur qui est pas du tout dans cette philosophie-là, ces joueurs-là, ils étaient dans un confort qu'ils n'ont plus actuellement. Et c'est pour ça que je le défends, l'entraîneur actuel. Parce que aussi, à un moment donné, quand tu gagnes des centaines de milliers de francs, si on te dit de faire ça, tu le fais, quoi. Si c'est pour le bien du club et de l'équipe. Donc à un moment donné, il faut quand même aussi mettre l'église au milieu du village. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs à Bienne qui aiment bien avoir beaucoup de liberté. Et tout a marché l'année dernière jusqu'à la finale. Mais il y a eu des moments où c'était un jeu à risque, mais multi-risque. Hein. Il y avait des jeux, des fois, tu te disais et puis finalement, ça passait. Donc, ça tout a matché. Mais est-ce que ça aurait continué à matcher? L'équipe est vieillissante quand même, pour certains. Ouais. Donc, voilà. À voir. Un mieux avec le retour des blessés. Il y a un petit peu plus d'une semaine, Beat Forster annonçait donc la fin de sa carrière, ce qui veut dire que ça fera encore un défenseur de moins dans un contingent du HC Bienne qui surtout a été sacrément attaqué par les autres équipes parce que le contingent il devient rikiki et il va récupérer un peu d'argent, je pense, avec le contrat de Forster qui n'était pas un des plus petits contrats de l'équipe. Mais si on regarde ce qui s'est passé, les contacts que prend Steinegger ces derniers jours, ces dernières semaines, on sent qu'il est en train de courir chez les jeunes prometteurs. C'est un nouveau cycle. Ouais. Ils sont partis comme ça, ils vont relancer des anciens joueurs que certains clubs ne veulent plus, puis ils vont prendre des jeunes joueurs qui vont développer. Et puis il y a des anciens qui vont encore prendre de l'ampleur comme Grossman, des gars comme ça. Ils vont. Puis après il y a les 2 étrangers, Kovenko et. Ça va être les chaises musicales. Love, il est revenu à un sacré niveau là. Ouais. Donc non. Bienne, ça doit être l'équipe de la deuxième partie du championnat. Exactement, et puis ça doit être l'équipe qui, on a parlé de ça dans les précédentes émissions, qui se soude parce qu'il y a beaucoup de départs, c'est la fin d'une génération. Mais l'année prochaine, je suis impatient de voir ça, et puis ça va prendre un certain temps, mais je pense qu'ils vont construire quelque chose de sympa. C'est bien, en général, ils s'en sortent toujours. Puis il faut pas qu'on oublie non plus, pour la deuxième partie, c'est que c'est quand même l'équipe qui a un des meilleurs duos de gardiens de Suisse, malgré tout. C'est très important. Programme des Biennois? Bienne reçoit Rapperswil, va à Davos, reçoit Zug. Voilà le programme de la semaine. 6 points. Il est faux. 6 points pour continuer Ils ont tous besoin de 6 points. Non, mais dans la bonne lancée, puis essayer de rattraper les pré-playoffs. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai que ces derniers jours, on a vu quand même une équipe biennoise mieux, beaucoup mieux même. On va conclure ce tour d'horizon roman avec le HC Ajoie, avec une question. Est-ce que Christian Volvend a apporté ce qu'il devait apporter, à part les points? Moi, déjà, ce qu'il faut quand même dire, je pense qu'au niveau de la Légion étrangère, c'est lui qui a la Légion étrangère la plus faible du championnat. Et puis c'est pas que parce que je veux mettre seulement le poids sur les étrangers, parce que les Suisses doivent aussi faire leur part de travail, mais si on prend, ils sont quand même restés avec une ancienne ossature qui venait de Ligue B. Et puis si on compare par exemple à un Langnau, c'est tous des champions du monde, c'est des champions olympiques. Et quelque part à un moment donné, on a vu dans les moments importants, les Pesonen compagnie l'année passée en fin de saison, ils ont été là. Alors voilà, je pense que pour moi, Brennan, c'est pas un étranger dominant du championnat. Et voilà, il a eu une bonne période l'année passée, ils l'ont signé.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? De Vos, c'est une légende du club, mais voilà, c'était une légende qui était surtout une légende dans les années Ligue B. Après, les blessures n'ont pas aidé, c'est vrai, il y a ces problèmes de dos et tout. Il a fallu attendre la semaine passée pour le voir marquer son premier but de la saison, c'est quand même fou. Non, mais pour lui, ça me fait mal au cœur. C'est vraiment quelqu'un qui triche pas. Il est derrière la cage, il shoot dans le dos du gardien. C'est pas un goal exceptionnel. Non, mais ça va peut-être le relancer, j'espère. En tout cas, il n'a pas du tout la confiance de Volven. Son top 6, ils sont pas là. Asselin et De Vos ne sont pas dans le top 6 en tout cas. Puis après, Timachov, c'est un bon move, ça je pense que c'est bien. Peut-être que pour la fin de saison, ce sera très important de l'avoir. Et lui aussi, il ne faut pas oublier qu'il a tout intérêt à faire une bonne saison parce que je pense qu'il a très envie de rester en Suisse. Donc voilà, on verra. Mais il y a quand même un problème de talent. Et puis je pense que moi, je sais pas, peut-être qu'on se trompe, mais des fois, je me dis que Cloton, ils ont été très, très, très audacieux l'année passée parce qu'ils n'avaient pas foncièrement une énorme équipe. Bon, ils avaient des talents, mais voilà, ils ont accepté de prendre des roustes au début de championnat, puis ils ont vraiment pris des gros scores. Mais ils ont progressé. J'ai l'impression que le risque avec ce qui a été fait avec Volvend, c'est qu'effectivement, son système défensif, il tenait la route, mais le problème, c'est qu'il n'était pas ludique. Est-ce que les joueurs, et puis typiquement les buteurs, tout ça, ils mettent peu de goals parce qu'ils défendent beaucoup. Et au bout d'un moment, voilà, si tout d'un coup ça te lâche, et c'est ce qui s'est passé, son système défensif a lâché et il ne mettait pas de goal. Et là, tu pars dans une spirale et puis c'est très dur de stopper ça, quoi. Ouais. Bon, quelque chose à rajouter, Laurent? Non. Si ce n'est que le programme, il n'est pas facile. Ça reçoit Fribourg, ça va à Berne et ça va à Lugano. Voilà. Ouais. Voilà. C'est pas facile, c'est très compliqué. Bon, l'avantage, c'est qu'ils auront quand même une pause d'équipe nationale qui va leur donner un peu d'énergie pour. Quand on est capable d'être à 12 secondes d'un point contre Zurich, on peut faire. On peut quand même. Ils sont jamais loin. Mais il leur manque toujours quelque chose. Mais ils sont à la fois très loin. Ça, c'est leur grand drame depuis leur accession à l'élite. Il leur manque toujours un petit quelque chose. Pour faire un step, c'est dur. Exactement. Bon, on a fait le tour des 5 clubs romans. En vrac, si je vous dis Zurich, Zug, Berne, Lugano, Ambry, Davos, Langnau, Cloton et Rapperswil, il y a encore un petit mot à dire sur une de ces équipes qui sont hors Suisse romande. Moi, je parlerais de Zug. Le retour de Zug, du grand deuxième Zug. Du classement. Ouais, et puis ça joue bien, ok. Franchement, on revoit du grand Zug comme il y a les années des 2 titres. Ouais, Zurich pareil. Hein. Ouais, Zurich pareil, mais Zurich fort partout. Ouais, fort partout. Vraiment incroyable. Enfin, moi, je vois pas comment ils ne peuvent pas avoir le titre. Alors, ça reste du sport, hein, mais intrinsèquement, si c'est bien coaché, ils doivent gagner. Après, si on regarde le classement en l'état, Berne s'en sort très bien par rapport à l'année passée. Lugano s'en sort très bien. Lausanne s'en sort super bien. Parce que ces 3 équipes-là, les étrangers, ils font le job. Hein. Ouais, exact. Puis ça a pris. Mais si on regarde à la même époque l'année passée, Genève était premier. Autrement, on disait les L, ils étaient derniers, avant-derniers. Hein. Ouais, 10e et 11e, exactement. Ils étaient vraiment en bas du tableau, donc ils ont bien évolué. Ouais. Ambry fait un bon début, franchement, par rapport à leurs moyens. Et Langnau. C'est difficile au mois de décembre. Fin novembre, décembre. Langnau est très surprenant. Langnau fait du Cloton. Ouais, Langnau fait du Cloton cette année. Ouais, exact. Messieurs, nous sommes toujours au Bike and Coffee. Tête de course. J'ai vraiment de la peine. Mais c'est un Bike and Coffee. Ouais, mais c'est un Bike and Coffee qui est donc à Nyon. C'est notre Stam, c'est notre dernière émission de l'année. On se lundi 18 décembre. Le 25, c'est logique. Hein, on va vous laisser avec vos familles respectives. Je serai en train de monter les joueurs. Voilà. Vous montez les joueurs. Les jouets. J'ai compris les joueurs. Excusez-moi, non mais bon. On va boire du jet, mais quand même, on va se tenir. Non mais vous savez, on en a vu des choses à Davos, puisqu'on se rappelle de Gospengler, notamment ce genre de choses. Eh oui, c'est comme ça. Tiens, il y a une anecdote dont je vais vous en parler. Ok, parfait. Revient aussi. Voilà, justement, on va parler d'anecdotes tout à l'heure. Mais avant ça, rapidement, 2-3 questions d'auditeurs. La première, Louis de Givisier. Alors, indépendamment de ce que Fribourg a pu décider ou pas, et on ne va pas revenir là-dessus, il demande à vous, donc Louis de Givisier, vous, Laurent Perroton, si vous aviez dû garder ou Bikoff ou Jörg, lequel auriez-vous choisi? J'aurais pris aucun des deux. Et paf, voilà le changement dans le vestiaire. J'aurais pris aucun des deux pour ramener du sang neuf. Jörg pour des raisons sportives et Andrei parce que je pense qu'il a encore du potentiel et j'aurais parlé avec lui. Moi, Andrei, par exemple, je le verrais une année à Ambry Piotta.
avec beaucoup de responsabilités, avec des bons étrangers. J'aurais dit Langnau. Ouais, mais Ambri Piotta parce que c'est pas loin. Non, mais Ambri Piotta par rapport à la passion, bien sûr, la passion des tifosi et l'amour parce que c'est un affectif. Et j'aimerais voir Andrei Bikov faire une dernière saison de très haut niveau avec beaucoup de responsabilités dans un autre club. C'est pour ça que je dis aucun des deux. Et je dis aucun des deux aussi pour qu'il y ait un renouveau aussi à Fribourg. À Fribourg et que ça soit win-win en fait. Jorg, des jeunes joueurs en devenir, il y en a. Et du coup, on peut le remplacer. Bikov, trouver ce style de joueur avec. Le seul problème, c'est le côté vestiaire, tout ce qu'il amène, son expérience et tout. Puis c'est un Fribourgeois. C'est un Fribourgeois, ça peut être très mal vu. Mais pour Fribourg, si je suis complètement honnête, et moi j'adore Andrei Bikov, vous le savez, ça serait bien d'avoir des nouvelles têtes. Et pour Andrei Bikov, moi j'aimerais voir Andrei avec du powerplay, avec deux bons étrangers, le voir manier le puck, porter le puck, virer, faire des passes, jouer au hockey. Et c'est pour ça que j'aimerais. Et dans une équipe où ils prennent la confiance et que les gens l'aiment. Et Ambri Piotta, je le verrais. S'il écoute l'émission, il va me dire t'es complètement malade. Parce que je suis bien à Fribourg et j'ai pas envie d'aller à Ambri Piotta. Mais voilà, moi je vous réponds avec mon cœur. Une autre question, c'est rare, c'est une question qui est arrivée à l'époque des réseaux sociaux et des mails, elle est arrivée par écrit. Mais le seul problème, c'est qu'alors c'est de Alain, mais je ne sais pas si c'est Etra ou Etro, j'ai pas réussi à le relire. Bon, enfin bref. Et ça concerne la Coupe Spengler, on va quand même dire un mot sur la Coupe Spengler, puisqu'on va la suivre. On la suivra par le truchement notamment de planethockey.com, et puis on reviendra sur la Coupe Spengler après celle-ci, en connaissant les résultats et en ayant vu la performance notamment d'Ambri et de Davos. Vite, rapidement, avant la question, comment vous la voyez cette Coupe Spengler ? Vous le spécialiste. Surtout moi, ce que je me réjouis déjà, c'est de revoir Tom Ernest. J'avoue, c'est tout con, mais je me réjouis. Et puis après, alors je vais quand même aussi dire un truc, ça fait quand même quelques années que les Canadiens sont moins forts. Et c'est un peu dommage parce que... ils vont prendre nos dettes. Ouais. Non, mais c'est vrai. L'ironie. Non, mais attendez. Non, mais rappelez-vous, c'est vrai, on disait tout le temps ça, mais c'est vrai, on disait que les Canadiens, ils mettaient le pull du Canada, ils étaient forts. C'est un peu plus compliqué maintenant parce que le niveau, simplement, il s'est nivelé. Et je trouve qu'il y a vraiment d'excellentes équipes. Moi, en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'en termes d'intensité, de public, déjà avec Ambri, et tous les matchs, il y aura de l'ambiance, ça c'est génial. Ce que j'espère, c'est une finale Davos-Ambri. Ouais, ça serait magnifique, exactement. Voilà. Et puis surtout, avec une dramaturge comme l'année passée, c'était fantastique. Prolongation. Que des matchs vraiment magnifiques. Mais moi, j'avoue, je me réjouis de voir Tom Ernest parce que pour être franc, ça me manque. Tom Ernest, j'aimais voir ça. Laurent ? Non, mais moi, franchement, j'espère que les deux équipes suisses vont aller en finale et qu'il y aura une belle finale parce que Ambri à Davos, l'année dernière, c'était tout simplement exceptionnel. Quelle fête. Et Genève avait aussi vécu 2 belles années où ils avaient gagné, mais avec les fans d'Ambri, c'est juste incroyable. Donc j'espère vraiment avoir un Davos qui revient une fois en finale avec un Ambri comme opposant. Bon, écoutez, en tout cas, ce sera un beau spectacle qui reste aussi déjà le spectacle télévisuel de fin d'année. Ça nous fait du bien. Avec la tournée des 4 tremplins le 1er janvier, juste après le concert du Nouvel An. C'est ça. C'est la tradition, c'est comme ça. C'est des moments où je peux rester tranquille sans toute la famille. Ce qui est fou, c'est que la Spengler, il l'a pas sur RDS. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est vrai. Mais ça permet justement un petit... d'ailleurs, si vous parlez du hockey suisse au Canada, on vous parle d'abord de la Coupe Spengler, vous parlez de toute autre chose. Et pour un Canadien, gagner la Coupe Spengler, l'air de rien, même si c'est un peu bancal, on va dire quand même le Team Canada actuel qui est plus un Team Canada européen qu'autre chose. Parce qu'il y a beaucoup moins de Canadiens dans le championnat suisse, tout simplement aussi. Bon, allez, j'en viens à la question de Alain, qui dit Davos bénéficie de sacrés arrangements de la part de la Ligue pour pouvoir organiser sa Coupe Spengler. Est-ce que tous les clubs ne devraient pas être concernés par ce tournoi, et notamment au niveau du financement et des bénéfices? Mais alors, je crois qu'il y a une compensation, sauf erreur. Il y a un montant qui est alloué au club, et puis d'ailleurs, ils payent les joueurs aussi qu'ils envoient. Typiquement, Odette, ils sont dédommagés. Mais je crois qu'il y a une répartition d'une partie des droits de TV. Il y a des abonnements au ski ou pas?
Je sais pas. Non, pour les cadres de la fédération. Non, mais trêve de plaisanterie, voilà, ça fait partie des arrangements, mais ça fait partie aussi de la magie de ce pays. La Coupe Spengler, moi je m'ennuie s'il n'y a pas de hockey et qu'il y ait la Coupe Spengler, je trouve ça génial. Et même quand j'étais en France, je regardais, je vous l'ai dit auparavant sur Eurosport. Ouais. Donc c'est très important. C'est une compétition qui fait du bien. Tu as bien mangé, tu vois un bon match de hockey. Non, c'est très très cool. Bien. Et c'est encore plus cool sur place. La dernière question, question d'ordre technique. Avant de passer à nos anecdotes, il nous restera à peu près une vingtaine de minutes. Hein, ah bah il faut bien. Ouais, bon bah on se dépêchera. Les miennes seront courtes. C'est Laurence. Ouais, Non, Laurence, c'est pour les anecdotes. Pardon, c'est Joël qui me dit simplement pouvez-vous m'expliquer le rôle de bumper, puisque c'est un terme qu'on utilise de plus en plus souvent. C'est marrant d'ailleurs, on utilise des termes souvent dans cette émission qui n'ont jamais été utilisés sur d'autres plateaux de radio ou de télévision par le passé, et puis tout à coup on entend nos termes habituels. Si. Bumper, c'est tantôt. Il y a d'autres termes qu'on n'entendait pas et qu'on entend de plus en plus maintenant, c'est marrant. Hein, mais bon, bref, alors qu'est-ce qu'un bumper ? On est spolié ou quoi ? Non, j'espère pas. Non, qu'est-ce qu'un bumper ? Bumper, c'est le joueur qui est au milieu du parapluie. Hein. Donc le triangle entre le joueur extérieur qui est souvent le shooter. On va parler de Lausanne par exemple. On a Juice à la pointe qui est le blue liner. On a Suomela qui est le playmaker qui fait les jeux, qui va décider si on joue en haut ou en bas. Et puis on a Jäger au milieu. Déjà, la principale qualité du bumper, c'est de réagir au pressing adverse. C'est-à-dire qu'il doit toujours aller dans les intervalles pour, si on est embêté, donner une solution au milieu. Comme ça libère. Donc c'est le gars qui est au milieu du slot, quoi. Au milieu du slot. Pour bien préciser visuellement. Il est plus haut, il est à 400 mètres. Voilà. Il est entre les deux. Il est au milieu de l'étoile. Entre les deux points d'engagement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis il bouge. Donc au milieu quand même, dans le centre du slot. Ouais, il bouge en fonction des jeux pour pouvoir libérer les espaces. Il agit en relais souvent. Au joueur en relais, puis redonner du temps au playmaker. Donc c'est plus un relayeur qu'autre chose. Ouais. Quoi. Mais en fait, c'est relayeur. Ou un shooter. Ouais. Bah, souvent il a les rebonds parce qu'il il y a le rebond. Ou si d'un coup on est trop agressif sur le blue liner, le playmaker ou le shooter, et ben on joue avec le bumper au milieu qui lui va pouvoir prendre son shoot parce que on est obligé de garder le gars qui est devant la cage, qui est le screen, qui est le screen qui masque un peu le gardien ou qui va sortir derrière la cage pour libérer des situations de passe. Donc le bumper. Pronger joue des fois au bumper et shoot aussi parce qu'il est très rapide. Exactement. Et puis ça dépend des équipes, mais le bumper aujourd'hui dans un powerplay est extrêmement important et c'est pas forcément un mec qui doit avoir un bon shoot, mais surtout un mec qui lit et réagit au jeu rapidement. Et c'est marrant, c'est un peu similaire au football, aux attaquants qui jouent dos au but. Olivier Giroud fait ça. C'est un petit peu une sorte de bumper. Un genre de relayeur au milieu. C'est vrai. Les pivots au handball aussi. Exact. Bon voilà, c'était la dernière question de cette année. Maintenant, c'est une sollicitation, puisqu'on a plein d'anecdotes. On va s'amuser pour finir cette émission. On va s'amuser. Je ne sais pas si elles sont tous racontables. Mais alors, donc c'est Laurence de Lausanne qui me dit « J'adore vos anecdotes ». Ah bah c'est gentil. Alors, allez-y. Allez, on a un gros quart d'heure d'anecdotes. Ok, on va dans l'ordre. On s'est parlé un peu tous ensemble, mais moi, je suis allé sur mon premier match avec la première équipe. J'ai été convoqué le jeudi à l'entraînement. C'était avec quelle équipe ? C'était avec Lyon. J'étais convoqué, c'était deux Russes, Valérie Zomlin et Grégory Golovin. Grégory Golovin que vous connaissez puisque c'est le papa de Tatiana Golovin, la joueuse de tennis. C'était très très dur à l'époque. Très très sévère, vraiment deux gars de l'Est. Mon entraîneur s'était enfui attaché sous une voiture pour vous dire un peu la période. Hein. Et donc nous allons jouer un match dans le sud de la France où il y a l'étranger qui était un Canadien qui s'appelait Provencher. Et donc arrivé avant le match, je suis complètement sous stress et il y a un des joueurs de l'équipe, un vieux, qui me dit pour être prêt et tout quand tu vas rentrer, prends du Guronzan. Donc je prends un Guronzan, c'est une pastille de caféine qui équivaut à peu près à 10 cafés, qui est produit dopant aujourd'hui, je le précise, pour nos jeunes auditeurs. Et donc le match commence et je joue pas. Premier tiers, deuxième période, troisième période. Et à 5 minutes de la fin, il me fait rentrer. À 10 minutes de la fin, il me fait rentrer. Et donc je me retrouve à la ligne bleue en défense. Il y a l'étranger qui arrive face à moi, je vois qu'il va bloquer mon shoot, je le mets dans l'arrondi. Et comme un junior, je me protège pas. Et il me met un immense hit, je pars la tête dans la bande, je me relève et là je regarde le banc et je vois que tout le monde me regarde un peu riard. Et donc je suis très vexé, je patine et je lui mets un immense croc sec dans les côtes. Donc évidemment l'arbitre siffle, expulsé immédiatement.
Vous me rappelez vos mensurations à l'époque? Je faisais 1m70 et puis 75 kg. Tu fais toujours 1m70. Ouais, je fais toujours 1m70, mais je dis je faisais. Ouais, je fais 78 maintenant. Et donc, j'arrive au vestiaire et là, 10 minutes les plus longues de ma vie parce que le Russe qui va arriver, je vais me faire tuer. Et donc, le gars qui m'avait fait prendre le Guéronzan, qui s'appelle Pierre-Jean Penaud, qu'on salue, que tu connais, il arrive et il me fait « Oulala, oulala ». Et donc, l'entraîneur rentre dans le vestiaire, il prend la parole et il commence à me regarder et puis il dit « Toi, Junior, toi maintenant t'es boxeur, bravo, tu vas mettre vestiaire dans la première équipe. T'as gagné ta place. T'as gagné ta place. Et j'ai gagné ma place comme ça. » Donc c'est quand même joli. C'est quand même une belle anecdote. Ouais, joli. C'est une autre époque en fait. C'est une autre époque, un autre hockey. Non, alors moi j'en avais. D'ailleurs, on est les trois vintage. Et ça sera des anecdotes anciennes. C'est ça. Allez. Moi j'en ai une drôle. En fait, c'est une histoire belge. C'est pour ça. Ouais. Elle est drôle. Je sens la provoque là. Non, mais pas du tout. Et tu sais qui c'est, Philippe? Serge Huguebert. C'est Serge Huguebert. Avec Huguebert. Huguebert, c'est un sacré personnage. Il faut savoir que quand il a débarqué à Lausanne, il venait de faire une saison avec la première à Genève. Et puis il est arrivé. Et nous, on venait, c'était la première fois en Suisse romande qu'il y avait des juniors élites A. Ouais. Et donc, du coup, lui, il arrive tout content, il allait jouer et tout. Et l'entraîneur, c'était un certain Georges Bastel. Et Bastel l'a pris en grippe, il l'aimait pas trop et tout, bref. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés. Quand il est arrivé, Bastel, il a en même temps pris pour les juniors élites Georges-Claude Rochat, qui venait de Villars. Non, il s'occupait des juniors élites. D'accord. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que Bastel, quand il est arrivé, dans le vestiaire de la première, il a mis un espèce de mur pour que les juniors aient un mini vestiaire. Donc ça n'avait pas passé du tout, parce que forcément, on ne se sentait plus dans l'équipe. Ils nous avaient dit, vous êtes là, mais il a mis une porte et tout. Donc... Et puis, en fait, Serge, il n'était pas content parce qu'il ne jouait pas, et puis ça l'agaçait beaucoup. Et en fait, je me rappellerai toujours parce que Bastel faisait toujours ses théories. Du coup, il devait s'entraîner avec les juniors élites. Et on avait aussi un certain Karl Lapointe, le frère de Maxime. Ouais. Et du coup, premier entraînement avec Georges-Claude Rochat, il nous fait faire les cercles. On tourne, c'est le truc de l'école de hockey. Et Lapointe, il a dit « Ok », avec son accent. « Oh, c'est comme ça, alors attends ». Il tombait à tous les virages. Et puis Bastel, il voyait ça, on était tous vexés, parce que l'année d'avant, on avait joué avec la première, machin, ils avaient décidé de resserrer les rangs. Et puis Serge, il aimait pas Bastel n'aimait pas. Et à un moment donné, Bastel fait sa théorie au bord de la glace, où il y a son tableau, et juste à côté, il y avait l'étau pour scier les cannes. Et là, il fait sa théorie et nous, on avait l'entraînement après avec les juniors et en fait, Serge arrive, il voit Bastel en train de faire sa théorie. Déjà, Bastel lui dit bonjour, Serge ne lui répond pas, puis là, Bastel avec sa grosse voix, il dit hey, « Tu es pas assez fort pour pas me saluer !» Et là, il dit rien, il se met à siffler, il met sa canne sur l'étau et pendant la théorie de Bastel, il y a 2 mètres, il scie sa canne et tout le monde était mort de rire, il était hyper vexé et tout. Et la même année, on a eu les cadeaux de Noël avec Serge. Et il y avait un jeune joueur qui venait d'Olton, un junior, et puis c'était un petit peu, il était toujours en train de discuter avec le coach, il était toujours... Et puis on a eu les fameux cadeaux de Noël. Et puis ça énervait Serge, ça énervait parce qu'il était toujours en train de discuter, il faisait un petit peu... il a essayé d'acheter un petit peu de temps de jeu et tout, puis ça passait pas bien. Et en fait, il est tombé sur lui au cadeau de Noël. Ah. Et là, en plein dans un restaurant et tout. Il ouvre son cadeau. Donc il faut savoir que chacun, voilà. Faut quand même préciser. Ça s'appelle les cadeaux. Tu tires dans un chapeau le nom d'un joueur et tu dois lui faire un cadeau. Un cadeau, ça peut être construit, ça peut être acheté, vachard, ça peut être n'importe quoi. Et puis c'est sur la personnalité, sur des choses. Voilà, tout à fait. Et là, Serge, il lui donne son cadeau, il avait un sac. Et le gars, il ouvre, je veux pas dire son nom parce que c'est salaud. Et là, il trouve une paire de bottes en plastique vertes. Ok. Et à côté, il y avait un paquet et il ouvre. Et dedans, il y avait une langue de bœuf qu'il avait achetée dans une boucherie. Et il lui a dit « Je t'offre ça parce que t'es un lèche-botte. » Oh là là. Ah, c'était monstre froid. Non, mais nous, on se roulait par terre, mais je peux dire, tu reçois ce genre de cadeau. Ça fait réfléchir quand même. Mais ça, c'était de l'humour belge. Ouais, m'étonne pas. Hein. Ouais, pas mal. Et juste la même année, justement, quand il y a eu ce fameux vestiaire, Karl Lapointe qui était vraiment fâché parce qu'il venait de Fleury et tout, et puis c'était un bon joueur à part ça. Et pour dire, l'année d'après, il a été joué à Lugano. C'est pour dire.
Et je me rappelle, on était dans ce vestiaire et puis on était justement vexés de ce petit vestiaire. Il y avait la théorie de la première et nous, les juniors élites, on venait de s'entraîner avant un match. Et là, la pointe, il sifflait. Et on entendait tout, il venait franc fou et il sifflait. Non, c'était vraiment une époque un peu spéciale. C'est une époque où Lausanne avait une année essayé de faire jouer les jeunes et l'année d'après, ça n'a pas marché et ils ont viré tous les jeunes. Ouais. C'est un petit peu... pour enchaîner avec les plus gros cadeaux qui piquent, moi j'ai assisté à deux choses incroyables. Hein. La première, c'est on était dans un restaurant, on avait 2 Tchèques dans l'équipe, donc arrive au moment des cadeaux pour les Tchèques et le jour se lève et là il y a 2 comédiens d'improvisation, on savait pas que c'était des comédiens qui rentrent habillés en policier. Donc ils rentrent, contrôlent l'identité, donc ils nous contrôlent tous, on avait déjà bien bu des verres, vous imaginez bien. Et donc ils contrôlent les Tchèques. Les Tchèques, ils aiment moyen. Ils contrôlent les Tchèques, ils les menottent, ils les amènent dans la voiture, ils avaient pris une voiture blanche banalisée avec un gyrophare et ils les mettent derrière. Et puis après on leur a dit que c'était une joke, mais là c'était quand même assez incroyable. C'est horrible. C'était assez incroyable. Horrible. Et la deuxième qui m'a le plus marqué, c'est en Suisse, mais je vais pas dire, c'est une membre du staff qui s'était accoquiné avec quelques joueurs de certaines équipes. Et il y a un joueur qui l'a tiré et qui lui a offert un t-shirt avec tous les logos. Et tous les logos des clubs. Et il avait été rechercher les numéros ADN des joueurs. Non. Et donc il y avait le numéro ADN sur chaque logo. C'était juste magnifique. Donc ça, c'est les 2 choses qui m'avaient le plus marqué. Ouais. Puisqu'on est dans les cadeaux de fin d'année, une anecdote qui me revient en tête à l'occasion de la Coupe Spengler, c'était il y a quelques années. Là aussi, je vais taire un nom, mais il va se reconnaître. Disons qu'aujourd'hui, c'est un bon spécialiste de hockey à la radio suisse romande. Voilà, je ne dirais pas plus. Grand copain avec les Russes. Okay. Et il y avait, à cette époque, il y avait le CSKA Moscou. Et disons que c'était Tikhonov encore qui était à la tête de l'équipe. Et même si, disons, quand on est en fête de fin d'année, même quand on est joueur du CSKA et qu'on a Tikhonov, on aime bien faire un peu la fête, et c'est ce qui s'était passé dans une des chambres d'hôtel du CSKA Moscou, à Davos, et ce journaliste-là s'est joint à cette fine équipe puisqu'il était il avait beaucoup de contacts avec les Russes, et ils ont fait un peu la fête et un petit peu trop. Et en fait, tout le monde est un petit peu lancé, quoi, y compris le journaliste qui a une forte propension à s'endormir facilement. Et résultat, ils sont endormis et ils l'ont laissé dans la chambre, quoi. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont laissé en slip, ils l'ont laissé dans la chambre et tout le monde a dormi. Le seul problème, c'est que le lendemain matin au déjeuner, tout le monde dormait encore. Et Tikhonov est venu frapper à la porte. Vous imaginez bien la réaction du patron lorsque, en ouvrant, et puis qu'on trouve en plus ce journaliste au milieu des joueurs qui étaient déjà pas très frais, branle-bas de combat dans la chambre, où mettre ce journaliste. Ils ont ouvert la porte-fenêtre qui donnait sur le balcon au premier étage. Ils ont déplacé le journaliste qui était en slip à l'extérieur. Imaginez, Davos, à 31 décembre, c'était le jour de la finale. Ils jouaient la finale le jour même, à midi. Et le journaliste s'est couché sur le sol en coinçant les volets pour que Tikhonov ne le voit pas, quoi, pour pas que... Voilà. Et donc, il est resté quelques minutes comme ça, presque tout nu, sur le balcon. Et Tikhonov a très bien senti qu'il y avait un problème parce que au moment du coup d'envoi à midi de ce match avec le CSKA, première intervention de 2 Russes, 2 défenseurs, ils se télescopent. Je vous jure, Tikhonov, les places de presse à l'époque, elles étaient derrière le banc du CSKA. Et lorsqu'il y a eu ce télescopage, Tikhonov s'est tourné vers le journaliste et l'a regardé pendant un bon moment. Donc il avait tout compris. Et enfin voilà, ça c'était mon anecdote de la Coupe Spengler. Et j'espère qu'il ne m'en voudra pas de l'avoir racontée, mais elle était bonne. Et la prescription, Tikhonov. Ouais. Là, on va revenir un petit peu. On a parlé de ça aussi, les plus gros bizutages. Aujourd'hui, ça serait du pénal. Hein. C'était vraiment dramatique à l'époque. Mais moi, j'ai vécu. Ça faisait 1 mois que j'étais dans l'équipe senior. Et il y avait un jeune qui parlait beaucoup trop, qui était toujours en train de charrier les plus vieux. Et je me rappellerai tout le temps, on jouait à Strasbourg, on était arrivé la veille, on était arrivé le matin, on dort dans les bus, vous savez, on est carcouchettes. Et du coup, on va à la patinoire, on s'entraîne, on prend la douche, on va manger au resto. Et au moment de sortir du resto, on marchait dans Strasbourg, on passe un pont sur le Rhin. Et là, il fait une remarque et un des joueurs l'a pris par le col et l'a jeté dans le Rhin. Et je peux vous dire que je m'en parlais tout le temps parce que ce gars-là, à l'époque, il avait un perfecto. Pour les plus vieux qui nous écoutent, ils vont se rappeler de cette veste en cuir là. Et il était
il grelottait à l'arrêt de bus. Avec son perfecto. Avec son perfecto. Et du coup, je me suis dit, là, cette saison, tu vas te taire parce que j'ai pas envie de finir dans le Rhin. Donc voilà, aujourd'hui, ça serait première page du journal et puis on serait sur les réseaux sociaux, puis il y aurait du pénal, quoi. Il y avait des grands classiques justement dans le bisoutage. Il y avait par exemple les jeunes, ce qu'ils faisaient. Moi, j'avais vu, c'est il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ils faisaient la momie. Ouais. C'est-à-dire qu'ils prenaient un jeune, ils l'emballaient avec du papier toilette et après ils le tapaient, puis ils le foutaient sous la douche. Ils le jetaient sur la chaise pendant la séance publique. C'est ça. Au milieu des non, mais c'est comme tu dis, aujourd'hui il y a des trucs que tu pourrais pas faire. Franchement, c'est. Mais voilà, après, ça choquait pas plus que ça parce que des fois, c'était dans un bon état d'esprit. C'est toujours la même chose. Si tu forces les gens, c'est pas pareil. Le plus drôle que j'ai vu, pas pour les joueurs qui ont vécu, mais une dernière, c'était on revenait d'un match avec des seniors. On avait 5-6 juniors élites, ils ont été bisutés. Ils les ont mis nus à une station-service, la grande station près de Chamonix quand vous descendez en bas. Donc là, c'est des deux côtés. Et ils ont mis un parcours avec des cônes et avec des cornichons qui devaient tenir avec leurs deux fesses. Là. Et ils ont fait une course. Il y avait tous les gens qui étaient en train de regarder ça. Et le dernier a dû manger les cornichons. Donc, dur. Les mœurs du hockey sur glace. Non, mais il y a des choses aujourd'hui, tu pourrais plus faire. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je sais pas, moi j'en ai encore une petite. Tiens, ça vous dit quelque chose, Lancer Compte? Mais bien sûr, évidemment. Marc Gagnon. Exactement. Dan Lambert et Marc Gagnon. Exactement. Dan Lambert qui était tenu par le rôle était tenu par Karl Marotte. Vous avez fait une émission à Fribourg. Justement, c'est ça que je voulais vous raconter. Et puis l'entraîneur qui était très méchant, mais en même temps avec un grand cœur, c'était Yvan Ponton. Maintenant, je ne sais plus son nom de scène. Enfin bon, bref. Et en fait, effectivement, ils sont venus tourner un épisode de Lancer Compte. Les Russes. Ouais, exactement, de Lancer Compte. Il y avait des joueurs de Gauthieron sur la glace. Enfin, il y avait la patinoire qui était à moitié pleine avec des figurants, voilà. Et c'était très rigolo parce qu'à l'époque, j'étais encore jeune journaliste. Je me souviens pendant ce tournage d'avoir même joué au baby-foot avec les stars de Lancer Compte. Yvan Lombard. Ouais, exactement. C'était très drôle. Et en fait, c'était aussi pour vous montrer à quel point. Vous vous souvenez en France qu'on a voulu diffuser cette série, mais que de peur que les Français ne comprennent pas le titre Lancer Compte, on a changé le nom et ça s'appelait Cogne et gagne. Juste pour... C'était rigolo. Et en fait, juste pour vous dire que ce Lancer Compte a été écrit par Régent Tremblay, journaliste très connu et qui est toujours éditorialiste d'ailleurs à Montréal. Et j'ai eu la chance d'aller le rencontrer, Régent Tremblay, chez lui. Alors il habite déjà, il habite avec une autre star, un écrivain, enfin bref. Et le fait d'aller au restaurant avec un journaliste comme Régent Tremblay, donc journaliste star, c'est une expérience. Parce que je peux vous dire que à Montréal, je peux vous dire que vous arrivez, les restaurants, il a beau être plein, vous venez manger juste une pizza, je peux vous dire, on vous vide la salle. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, juste pour l'anecdote, pour vous montrer aussi l'impact que peut avoir la presse à Montréal par rapport à C'est vrai. Ici, nous on fait la queue. On fait la queue au Bike and Coffee du coin pour pouvoir avoir une table, pour pouvoir... On est bien reçus. Ouais, mais on est bien reçus. Allez, encore vite, une ou deux petites, mais petites. Hein. On fait vite, les situations les plus cocasses. On en avait qu'une ensemble avec Christian. Si jamais on ferait une prolongation au début janvier. Non, mais on a encore deux. À Strasbourg, on joue un match. Bon, déjà, ils ont une dérogation. C'est un peu comme à Spengler. Ils ont une dérogation à vie. Mais bon, maintenant, il va y avoir une patinoire avec un toit. Mais normalement, en première ligue, tu dois jouer... Donc là... le match se déroulait pas trop mal, on gagnait et d'un coup trou dans la glace. Mais un énorme trou proche de la bande. Je dis bon voilà, on va devoir revenir comme d'habitude. Cette fois c'est pas la neige, c'est la glace. Et non. Ils ont démonté la bande, ils ont avancé la bande sans qu'on puisse s'approcher. Et puis du coup quand on regardait la bande, c'était les lacets de l'Alpe d'Huez. Vous y arrivez, à tout moment on savait pas où allait le puck. Il y a tout le village qui déplaçait la bande. Tout le village qui poussait, qui déplaçait la bande et on a fini le match. Donc ça c'était. Et à la fin du match, on est sorti notre car. Il y avait plus de chauffage. Il n'y avait plus de chauffage, donc on avait qu'un retour. Non mais sympa. Il faisait moins 10 dans le champ. Deuxième anecdote, on va à Tramelan avec Martini. À l'époque, il y avait la Brigata, des supporters qui étaient compliqués à gérer. Donc toutes les aires d'autoroute étaient fermées. On passait avec les deux bus. On arrive à Tramelan, ils les parquent, ils leur mettent des gilets jaunes, je me rappelle, de signalisation. Et le gars fait la glace et je sais pas ce qu'il fait. Il utilise mal le rabot, il fait un trou dans la glace, match annulé.
Donc il commence à annoncer ça, donc là il commence à s'agiter. Du coup, il y a tout le monde qui ferme les portes et il y a tout le monde qui arrive, qui sort dans les couloirs des joueurs pour pas qu'il y ait de problème. Et là, ils en oublient un. Et donc nous, les joueurs, le staff, on est obligé d'ouvrir la porte vitrée où il y a un gars qui est dehors, il y a la Brigata qui est en train de le taper, on est obligé de taper nos propres supporters pour essayer de tirer le gars. Je dis bon bah voilà, j'ai vécu une sacrée expérience, mais non, elle n'est pas finie. On monte dans le bus, on repart, d'un coup arrivé à Bavon, on se fait arrêter par la police cantonale. Les deux bus, ils nous font descendre, les mains sur le bus, donc les joueurs, le coaching staff. Et d'un coup, la Brigata descend. Les mains sur le bus. Ah, non, on vous a fouillé ? Vraiment. Et la Brigata descend. Et en fait, ils avaient volé les affaires de police dans une voiture. Les uniformes. Les uniformes, ils étaient déguisés en policiers dans le bus. Donc voilà, donc un sacré déplacement. Pas jouer, oublier de se battre avec tes propres supporters pour sauver la peau d'un type. Et puis du coup, tu te fais arrêter par la police. Moi, j'en ai une dernière avec. On jouait à Morges la Coupe de Suisse contre Lausanne. Ah, celle-là, elle est extraordinaire. Et puis en fait, à l'échauffement, dans la patinoire à Morges, elle n'est pas toute neuve. C'était Lausanne Hockey Club. Lausanne, exact. Donc il y avait 3000 personnes dans la patinoire et il y avait le COP lausannois côté Lausanne. Et pendant l'échauffement, un shoot paf plexiglas qui casse. Mais un triangle de 50 cm qui casse. Du coup, juste devant le COP. Voilà, exact. Et puis là, en fait, l'arbitre, il dit on peut pas jouer, il faut remplacer. Puis en fait, le gars de la commune, l'employé communal, il dit oh ben non, moi je peux pas réparer. J'ai dit on peut pas annuler un match, il y a 3000 personnes. Nous, c'était le match de la saison. Puis nous, on avait un homme à tout faire dans l'équipe, c'était Jean-Claude Farine, qui était le chef mat. Il est sourd. Sourd, qui a été master au Lausanne. Voilà, exact. Puis on dit à Jean-Claude, écoute, il faut nous aider, t'as pas un système. Lui, il sait tout faire. Il est menuisier, il va chercher un bout de plexi et puis il fait un raccord. Alors il commence à faire ses trous, il met ses vis, ses machins. Puis le problème, c'est qu'on a pris 25-30 minutes de retard dans le début du match. Et le COP était juste derrière lui, ils étaient tous pétés. Et il commençait à s'énerver parce que le match commençait pas. Alors ce qui avait de très drôle, c'est que Jean-Claude, il était en train de réparer le plexi. Puis derrière, il y avait tous les supports de Lausannois qui l'insultaient de tous les noms d'oiseaux. Je ne dis même pas comme c'était Fleury. Et lui, comme il n'entend pas, il se retournait toutes les 2 secondes, il leur faisait des sourires. Puis il lui disait on tue les gens. Et lui, il se marrait. Puis les gens, ils ne comprenaient pas, qu'ils rigolaient parce qu'ils ne savaient pas qu'il était sourd. Mais c'était juste énorme. Mais n'empêche que grâce à Jean-Claude, on a pu jouer. Merci pour ces belles anecdotes. Moi, j'aurais pu terminer en vous parlant de ce fameux match à Salzgrund où il ne faisait pas beau, il n'y avait pas de temps, et qui s'est joué aux cartes. Vous le savez. Avec l'accord des arbitres. C'est incroyable. Mais si c'était une légende, c'était vrai. Non, c'est vrai. Bon, messieurs, on va en rester là pour cette émission dernière de l'année. On va souhaiter un joyeux Noël, de belles fêtes à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent régulièrement maintenant, et il y en a beaucoup. Merci encore une fois d'être fidèle à planethockey.com, Planète Hockey, la radio, à notre émission Le Premier Bloc. N'oubliez pas, Vive le hockey roman, et qu'on ait une deuxième fois en 2 ans un titre roman. C'est ça. On vous serait génial. Spengler. Encore un petit mot à rajouter, Laurent. Plein de bonnes choses à tout le monde. Profitez bien des fêtes, de la famille, et puis on se retrouve en janvier. Retrouve en janvier, effectivement. Et n'oubliez pas que même s'il y a une petite pause pour l'élite, d'autres continuent de jouer. Donc le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. Excellente fin d'année. Bonne année. Excellente fin de fin d'année, c'est bien. À toutes et à tous. Et à l'année prochaine. Bye bye.